Salut! Bienvenue sur Histoire de vinyle. Alors, j'ai consacré pendant quelques semaines la chaîne à une série consacrée au rock psychédélique aux États-Unis à la fin des années 60 et au début des années 70, donc 100 albums essentiels. Et puis, ça m'a contraint à abandonner pendant ce temps-là la série que j'avais débutée il y a quelques mois, consacrée à des groupes et des albums importants, année par année, dans les années 80, et une série que j'ai intitulée Après le punk. Pourquoi ce titre? Eh bien parce que nombreux des groupes et des albums que j'ai évoqués jusqu'à maintenant, c'est-à-dire de 1980 à 1986, je vous invite éventuellement à revisionner ou visionner ces vidéos, bien entendu. Eh bien parce que les groupes et les albums ont hérité au moins de l'esprit punk, quelque part, c'est-à-dire cette volonté de liberté, de nouvelle expression, d'affranchissement des règles, des poncifs, bref, musicaux, un côté artisanal, une volonté aussi parfois de trafiquer les sons, de trafiquer les instruments, de créer des instruments, etc. Et vous avez tout un tas de groupes qui en sont les héritiers directs dans les années 80. Je vais donc continuer aujourd'hui avec l'année 1987, et puis je vais terminer bien sûr avec l'année 1989. Alors allons-y. 1987, c'est une année qui, je trouve, est particulièrement importante. Je vais commencer comme la dernière fois pour l'année 1986, il me semble, s'il me souvient bien, je ne sais plus, enfin bref. Deux groupes que je n'ai pas en vinyle, mais qui ont été importants pour moi, en tout cas qui sont importants pour l'année 1987. Le premier groupe, vous allez voir qu'il y a un lien entre les deux. Le premier groupe, c'est Green River. Green River, c'est un groupe originaire de Seattle, et il commence à se passer des trucs à Seattle, et ça va pas finir, justement, et je vais y revenir concrètement avec des vinyles, en 1988, pour l'année 1988. Green River, c'est un groupe extrêmement important, dit fondateur du grunge, et surtout un des premiers animateurs de la scène de Seattle, qui est toute naissante, et qui va s'exprimer à travers un label qui est le label Sub Pop. Alors pourquoi c'est important, ce Green River? Effectivement considéré comme les pionniers du grunge, c'est-à-dire un mélange de punk, on trouve la relation après le punk, et puis de sons beaucoup plus durs, métal un petit peu, pas qu'un peu d'ailleurs, ou trash, enfin bref. Et puis, bien entendu, j'y reviendrai, voilà, le contexte un petit peu sociétal, et puis les aspirations qui sont très clairement, qui rejoignent un peu celles des groupes punk des années 70, bref, à la fin des années 70. Green River. Ce premier EP, Dry as Bone, franchement un vrai pavé dans la mare, un EP absolument fantastique. Au sein du groupe, et c'est ça qui est important, ce que je disais à l'instant, à savoir, vous avez Mark Arm et Steve Turner qui fonderont Mudhoney, toujours sur Sub Pop. Vous avez aussi Stone Gossard et Jeff Ament qui participeront à la formation de Pearl Jam. Donc vous voyez que Green River, qui n'aura une existence que très éphémère, 2 EP et un album, l'album sortira en 1988. Bref, c'est un monument que ce premier EP sorti en 1987, donc très important pour Vince. Bref, deuxième groupe que je n'ai pas en vinyle, mais non, bien sûr, je connais très bien, mais que je n'ai pas en vinyle, bien sûr, c'est Pell Mell, avec Bumper Crop, qui sort en 1987 sur le label SST Records. Alors il faut savoir que c'est un groupe qui est originaire non pas de Seattle, mais de Portland, dans l'Oregon, et eux, c'est un groupe 100% instrumental. Et je pourrais presque le qualifier de no wave, ce qui va émerger, bien sûr, ce qui va permettre de définir la musique un petit peu de Sonic Youth, bref, etc. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de style particulier, 100% instrumental, je disais, avec des titres toujours très riches musicalement, nombreuses ruptures de rythme, et puis des styles variés. Ça peut aller donc guitare basée sur les guitares, presque noisy, jusqu'à du mat rock ou même de la pop avec des synthés, etc. Bref, c'est toujours d'une richesse incroyable, c'est un album fantastique. Il faut savoir que les titres de cet album qui sort en 1987 ont en fait été enregistrés beaucoup plus tôt, en 1984, mais ils ne sortiront officiellement amplifiés que en 1987 sur cet album que je vous conseille vivement. Voilà, ça c'était... Alors le lien, c'est qu'au sein du groupe, à
la fin de l'existence de ce groupe, hein, qui se dissout en 1984, vous avez un certain Steve Fisk, qui lui va se relocaliser à Seattle. Et lui, il va être vachement important, ce type-là, parce qu'il va devenir producteur, par exemple, de Pearl Jam, entre autres, donc de la scène de Seattle. Donc un personnage important. Bref, voilà le lien. Passons au vinyle. 1987 sort cet album, je commence par celui-là, c'est mon préféré. Alors ce ne sera pas dans l'ordre de mes préférences, mais bon, Opal. J'ai déjà évoqué, bien entendu, c'est un album absolument fantastique avec David Roback, initialement un des fondateurs de Rain Parade, hein, je vous invite à redécouvrir, bref. Et puis Kendra Smith, qui elle vient du Dream Syndicate, et tous les deux ils forment un duo absolument fantastique, c'est des titres, des mélodies absolument ciselées, bien sûr l'influence du psychédélisme est toujours là, dans les thèmes, dans la musique. Il y a des titres absolument fantastiques, Happy Nightmare Baby par exemple, bref. Tout est brillant, ciselé. David Roback, bien sûr, fondera plus tard, à la suite du départ de Kendra Smith. Avec Art Sandoval, et bien Mazista, bien entendu. Super, sublime. Sort en 1987 une compilation qui est extrêmement importante. J'ai déjà évoqué le groupe, et cette compilation, elle est intéressante à plus d'un titre. C'est Substance de New Order, 1987, bien entendu, sur Factory Records. Superbe, superbe, superbe compilation. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant d'écouter cette compilation? Déjà, vous allez écouter Cérémonie, qui avait été paru qu'en 45 tours, hein, que l'on peut entendre avec la voix de Ian Curtis, c'est un des derniers titres composés collectivement par le groupe Joy Division. Cérémonie est sorti en 1980, enregistré sans Ian Curtis en 45 tours, et puis là en fait, c'est une version réenregistrée pour la compilation uniquement, donc avec Gillian Gilbert qui a rejoint le groupe, qui est la compagne de Stephen Morris, le batteur. Et il y a tout un tas d'autres surprises, bien sûr, des titres qui ont été, comme Temptation et Confusion, qui ont été enregistrés pour cette compilation. Bref, c'est tout à fait fantastique, c'est tout à fait intéressant. Ce n'est pas qu'une simple compilation de titres de New Order, c'est déjà en fait leurs singles, donc des titres qui ne sont pas parus sur leurs albums, et puis vous avez un titre inédit qui m'échappe immédiatement, True Faith, voilà, il m'est revenu en même temps que je le lisais, bref, indispensable. Ici, j'ai choisi de mettre ces deux albums ensemble. Ils vont, je l'ai déjà évoqué, bien sûr, émergent dans ce qui sera appelé postérieurement le gothique, hein, bien sûr, le goth. Donc cette imagerie toujours empreinte, la mort est toujours extrêmement présente, et l'occasion d'aborder via ce premier tabou tout un tas d'autres tabous, et qui autorise bien sûr une théâtralité, une imagerie, eh bien il y a bien sûr Alien Sex Fiend, bien sûr, avec Here Come Germs, qui est un album absolument fantastique, bien sûr l'imagerie est gothique, dans la théâtralité. Mais alors, ce qui est intéressant sur cet album, hein, ils accompagneront, ils font les premières parties d'Alice Cooper par exemple, c'est qu'il y a des titres qui sont des ragas gothiques en fait. sur la deuxième face, c'est tout à fait fascinant. Sur la deuxième face, il n'y a que 3 titres, donc des titres très très longs, et ils créent comme ça une ambiance totalement hypnotisante, donc de musique qui peut avoir des côtés un petit peu vraiment post-punk, gothique, et voire métal, et ces espèces de longs titres complètement fous. Bref, je conseille vivement. Alors, voilà un groupe premier groupe français, il y en aura 2. Premier groupe français originaire de Rouen, qui est enregistré décembre 86, qui sort en 1987, un album autoproduit sur Rosa Crooks Records. C'est le groupe Rosa Crooks, Alice et Felles. En fait, c'est pas un album studio, c'est un EP, 4 titres. Il faut savoir qu'ils vont sortir très très peu d'albums en vinyle ou en CD. Vous avez au sein du groupe, vous avez 2 personnages importants, qui est Olivier Tarabeau et Claude Fini, qui se sont rencontrés à l'école des Beaux-Arts de Rouen, et qui en fait, eux, vont chanter en latin.
Alors, ça veut dire que vous comprenez pas les paroles, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les paroles, c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est la musique, clairement. Et pas que la musique, puisque Olivier Tarabo et Claude Fini vont créer des instruments, créer des mises en scène. C'est-à-dire qu'il y a souvent des performances qui accompagnent le groupe, et ça tout au long de son existence, hein, jusque dans les années 2000, hein, 2000, même 2023, il y avait un concert organisé. Donc principalement, il s'accompagne soit de deux danseurs pour une danse de la Terre, tout à fait spectaculaire, vous pouvez retrouver sur YouTube, et puis aussi d'autres performances plus difficiles à mettre en place, des jeux de fer, là vous avez tout un système de cage, et ils inventent des instruments, et en particulier Olivier Tarabo a inventé un instrument fondé, c'est la BAM, c'est la batterie automate MIDI, donc à partir d'électro-aimants de flippers, en fait, ce sont qui animent des baguettes, et donc il crée comme ça des thèmes, des motifs qui sont préenregistrés, et puis donc il les accompagne sur scène, c'est tout à fait fantastique, c'est du gothique plein et entier, c'est magique, et j'adore ce Allons-y, j'avais évoqué l'album Mafu Cage de Neon Judgment, bien sûr, de Dirk Dadavo ou Dirk Timmermans, et TB Frank Frank Bloberg. Horny as Hell. Alors, c'est, après Mafu Cage, qui est absolument fantastique, effectivement, là, ils vont... Alors, bien entendu, souvenez-vous, hein, c'est de la musique électronique, beaucoup de bruitage, de montage, de superposition de sons, les guitares s'effacent un petit peu par rapport à Mafu Cage, toujours... Alors, bien sûr, Horny as Hell, je n'ai pas besoin de traduire le titre, il est suffisamment explicite, effectivement, un autre tabou qui est abordé ici, plus que le sexe, c'est la luxure, véritablement, avec des titres comme Sultan of Sex, absolument, Miss Brown, ou comme le premier Billy Cherno and Petrushka, c'est pas que la luxure pour la luxure, puisque le premier titre évoque justement l'arrivée d'une jeune russe immigrée qui va finir finalement sur les trottoirs de Bruxelles. Donc un groupe originaire de Louvain qui est enregistré à Bruxelles, c'est tout à fait... voilà, tout à fait intéressant, tout à fait fantastique. Miss Brown, par exemple, un autre titre. Donc là, vous avez du synthé, vous avez des titres vraiment à pulsation, quoi, syncopés, c'est ce que permet la batterie électronique aussi, enfin bref, des samples. C'est un album fantastique, avec un insert, attention, je vais le passer très très vite. Effectivement, la luxure, voilà cet insert de cet album absolument formidable. Alors, un autre groupe, effectivement, c'est vrai que Neon Judgment va avoir du succès dans les clubs, clairement, et là c'est un autre groupe qui fera partie de ce dit mouvement d'électronic body music, donc à destination clairement des clubs, mais fondé sur la musique à synthétiseur, voilà, encore une fois très syncopé, un autre duo avec à la tête duquel, alors à la tête, non, Daniel Bressanuti. Ceux-là sont bien originaires de Bruxelles, et non pas de Louvain, avec cet emballage initial, hein, pour le pressage initial, plastique noir. C'est official version, bien sûr, de Front 242. C'est l'album qui va lancer un petit peu leur carrière aux États-Unis, clairement, cet album de Front 242. C'est une réussite, bien sûr il faut franchir l'appréhension ou les réticences éventuelles à écouter de la musique dite synthétique, non, ou électronique, clairement, mais voilà, toujours ces rythmes, voilà, ces pulsations, c'est de la musique dansante, clairement, mais avec une profondeur qui est une originalité, je trouve, alors c'est un groupe qui a parfois été décrié en raison de ses tenues vestimentaires, qui les a fait immédiatement, qui les a collés du côté de l'extrême droite. Bon, il semblerait que ce ne soit pas du tout le cas. Bref, fantastique, Front 242. Voilà un personnage tout à fait formidable et un album tout aussi formidable. Alors, ce personnage, bien sûr, je l'ai déjà évoqué avec le groupe Teardrop Explodes, donc un des groupes avec en particulier l'album Kilimanjaro, hein, qui refonde le psychédélisme anglais.
C'est Julian Cope, bien sûr, Saint Julian ici, l'album, sur lequel il va reprendre un titre. Non, il ne le reprend pas. Il y a un titre qui s'appelle World Shut Your Mouth, qui était déjà le titre d'un album qui est absolument fantastique, qui est sorti l'année précédente, je crois. Bien sûr, c'est World Shut Your Mouth. Je vous le mets en incrustation. Bref, alors celui-ci, il est absolument tout à fait fantastique. Les ambiances sont extrêmement variées. On a de la pop psyché. Alors, il faut dire qu'il a aussi des paroles très très introspectives. Hein. Il a clairement failli être perdu définitivement à façon un petit peu de Syd Barrett sous la prise excessive d'acide, le monsieur. Bref, il nous fait là un album absolument fantastique que je vous invite à redécouvrir. Bien sûr, on est totalement plus du tout dans les ambiances de Neo Judgment ou Fondoka 2, bien sûr, mais voilà, tout à fait. C'est un sizzler. Véritablement, les mélodies sont tout à fait impeccables, toujours. Alors, un groupe là, je pense que vous connaissez probablement peu ou pas, parce que c'est un groupe néo-zélandais que moi j'avais découvert par un EP que j'avais acheté sur place quand j'étais étudiant là-bas, qui était tout à fait fantastique. Ils sont originaires d'Auckland, en Nouvelle-Zélande, et il se trouve qu'il y a 3 ou 4 ans, lors du Discardé, ils ont ressorti ce qui est pour moi leur unique album, et je dis peut-être des bêtises, ce sont les Verlaines, Bird Dog, qui est tout à fait fantastique. Alors là, c'est du rock classique, basse, guitare, batterie, chanteur, chanteuse, c'est une bassiste d'ailleurs. Voilà, ils ont des titres qui ont souvent des progressions avec des altérations du thème, voilà, petit à petit, des accélérations souvent dans les morceaux. C'est vraiment à écouter. C'est un superbe groupe, totalement passé à travers les radars, je pense, mais qui mérite vraiment d'être redécouvert, les Verlaines. Alors, en 1987, sort un autre album. Et effectivement, je dois avouer que je l'ai acheté, j'étais au lycée, et j'étais à fond entre autres, dans ce groupe-là. Bono, voilà, je voulais m'habiller, j'avais les cheveux longs, je voulais m'habiller comme Bono. Et oui, U2, bien sûr, sort en 1987 de Joshua Tree. Et en réécoutant, je trouve qu'il conserve voilà, ses qualités, on va dire. C'est vrai qu'après, je vais acquérir Rattle and Hum, l'album suivant, et puis après, j'achèterai plus jamais de disque de YouTube. Voilà. Donc, 1987, Joshua Tree, bien sûr, là, il commence à prendre des grosses têtes, Bono. Mais c'est un super album, bien sûr. The Edge est tout à fait fantastique. Where the Streets Have No Name, Without You, bref. Que de grands classiques de YouTube, bien entendu, sur cet album que je trouve tout à fait formidable. Et enfin, je termine avec donc, le deuxième groupe français. Je vous ai dit qu'il y aurait un deuxième groupe français. Eh bien, c'est un groupe qui est passé, qui a eu quelques petits succès, je pense, au tout début des années 80, 84, et puis qui ont finalement coulé, disparu. Ils ont tenté de se reformer. Et bien justement, à l'occasion de cet enregistrement en 1987, pour un enregistrement en concert, c'est les Blessed Virgins. Blessed Virgins. Et jour de fête, c'est un superbe album de rock. Eric Viali, le guitariste, avait un excellent guitariste. Il y a aussi, si je ne veux pas dire de bêtises, Mathieu Lescuy qui est le batteur. Et puis il y en a un autre qui m'échappe, je suis désolé pour... voilà. Et le guitariste s'avère excellent, il y a des titres qui sont tout à fait... Il chante pour l'essentiel, bien sûr, en français. Et je trouve que c'est à redécouvrir, c'est un superbe album, on sent toute l'énergie, la pêche qu'ils ont sur scène, et ce sera malheureusement le chant du cygne pour Blessed Virgins que cet album live qui sort en 1987. Voilà. Comme je l'ai dit, 1988 risque d'être placé un petit peu sous le sceau de la scène de Seattle, c'est clair. Donc si ça vous intéresse, eh bien je vous invite à suivre cette série consacrée aux albums des années 80 après le punk. La prochaine, 1988, Vince, It's Me, Cares About You. À la prochaine.